Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Nocturne. L'émission Atmosphère qui a pour objectif prioritaire la moralisation de la vie publique, mais également donner un certain nombre d'instructions aux populations à travers un certain nombre d'aspects pédagogiques. Je suis Thierry Essam David Berakouma, communément appelé le Minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je suis président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des états généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition 12 avril 2025 pour Brice Côté Oligui-Nguema. Je suis par ailleurs membre cofondateur de la Ligue nationale des non-alignés. La Ligue nationale des non-alignés est une structure d'appui qui regroupe une pluralité de Gabonais avec leurs aspirations légitimes. Dans notre Ligue nationale des non-alignés, nous refusons d'appartenir à des blocs parce qu'il se crée une certaine bipolarisation de notre espace géopolitique. Et c'est compte tenu de cette bipolarisation que nous refusons d'appartenir à des blocs. Le bloc de l'Axe ou le bloc des Alliés. Le bloc de l'Axe qui est constitué par Alain-Claude Biebindé et le bloc des Alliés qui est constitué par Brice Côté Oligui-Nguema. Nous refusons d'appartenir à des regroupements sectaires, des regroupements régionalistes, des regroupements provincialistes. Nous acceptons d'être à travers des regroupements communautaires où la liberté des uns et des autres est respectée. Et c'est pourquoi, même en ma qualité de fond du Wellington, je n'appartiens pas à l'association Oussiman. Et je n'appartiens pas, bien évidemment, aux blocs qui sont en train d'être constitués. Mais cela ne m'empêche pas d'être un soutien du chef d'État, Brice Côté Oligui-Nguema. Et je voudrais garder l'ancienneté des dispositions qui sont les miennes, ma capacité de m'exprimer librement. Parce que je refuse de m'associer à la masse. Je refuse d'être le porte-voix de laisser pour compte société qui refuse justement d'arriver à une espèce d'affirmation de leur minorité marginale, les exclus de la croissance économique de cette ère transitionnelle. Nous sommes à quelques semaines de la fin de cette transition. Chacun doit pouvoir faire un examen de sa conscience, une autocritique sur les bienfaits de cette transition. Qu'est-ce que ce dernier aura obtenu? Quelle aura été la plus-value du peuple souverain? Dans tous les régimes démocratiques, c'est le peuple qui est le souverain. C'est lui le garant de toute légitimation et toute légalité du pouvoir. Et c'est pourquoi la main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants. Et je vais me prêter à un exercice de manière nocturne parce que tout à l'heure, nous avons assisté à l'ouverture de la campagne du chef d'État Brice Côté Oligui-Nguema pour l'élection du 12 avril prochain. Cette ouverture de campagne qui s'est faite avec fanfare et trompette dans un stade avec une pluviométrie assez déconcertante. Mais dans tous les cas, pour ceux qui étaient à ce stade-là, ils ont pu apprécier la mobilité, la mobilisation des uns et des autres. Bref, ce n'est pas l'objet de ma communication nocturne. Mais je voudrais une fois de plus rappeler aux uns et aux autres qu'un candidat à une élection présidentielle doit avoir nécessairement un programme ou bien un projet de société. Et là, je voudrais dévoiler le projet de société de Brice Côté Oligui-Nguema par le bien de Bom Mengon, de Radio Moscou, qui est d'ailleurs un soutien de Brice, pas Brice Côté Oligui-Nguema, mais d'Alain-Claude Biebindé. Bom Mengon, le candidat à la mort, matricule 212, le loup solitaire. C'est grâce à son disque que j'ai pu obtenir justement un échantillon de projet de société de Brice Côté Oligui-Nguema que je voudrais mettre à la disposition
d'un certain nombre de personnes pour qu'ils aient l'occasion de pouvoir en débattre, en discuter et tirer les leçons qui se posent. Je ferai également ce même exercice lorsque je rentrerai en possession du projet de société d'Alain-Claude Guébindié. Il s'agit de superposer tous ces projets de société et laisser les populations le libre cours du choix de celui-là qu'ils aimeraient qu'il puisse présider les 7 années à venir de notre existence contenue dans la prochaine 5e République de notre pays. Le projet de société de Brice Koto Lidinguema se décline en 6 axes qu'ils ont qualifiés de 6 piliers structurants. Ces 6 piliers structurants sont hiérarchisés tels que suit. L'électricité et l'eau comme étant des priorités au sein de ces 6 piliers. L'eau et l'électricité, ce sont des denrées fondamentales. Elles font d'ailleurs partie des objectifs pour le développement durable. Et c'est pourquoi vous voyez un peu partout sur l'ensemble des territoires, Brice Koto Lidinguema a mis en place non seulement un processus de mise à disposition des fontaines publiques pour permettre aux populations d'avoir plus facilement accès à l'eau potable. C'est également le même cas par la construction des châteaux d'eau un peu partout sur l'ensemble du territoire, parce que Brice Koto Lidinguema sait très bien la valeur de l'eau et encore pire l'électricité. L'électricité, nous avons bien vu il n'y a pas longtemps où le chef de l'État a signé un contrat avec une entité turque supposée couvrir un certain nombre de besoins énergétiques. Et paraît-il, et d'ailleurs ce fut un débat quand même assez conséquent, où il y a d'ailleurs même l'ancien ministre du pétrole, M. Ngoubou, ancien député, qui s'est insurgé sur le contrat qui avait été passé par les Turcs au Gabon, où on nous a dit qu'il y aurait un bateau au large de la mer, le Como, qui serait en train de nous distribuer l'électricité. Malheureusement, jusqu'à présent, eh bien, nous assistons toujours à des coupures intempestives d'électricité. L'eau également, nous avons d'énormes difficultés d'avoir accès à une eau potable. L'eau de la SCG aujourd'hui constitue un véritable danger, non seulement pour les populations, mais également pour les pouvoirs publics, à cause de la qualité très désagréable de cette eau. Et au sein de ces 6 piliers structurants, eh bien, Brice Koto Lidinguema a mis l'eau et l'électricité comme une véritable denrée fondamentale dont il faut engager un certain nombre de réformes pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette eau. Et d'ailleurs, l'eau fait partie de notre santé. C'est l'eau qui nous permet également de nous régénérer, de nous maintenir en très bonne santé. Bref, le deuxième pilier est celui basé sur l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeunesse. L'entrepreneuriat aujourd'hui constitue un véritable nœud gordien pour les pouvoirs publics. À cause du chômage récurrent de la jeunesse, un chômage qui devient de plus en plus latent. Un chômage qui est consécutif à plusieurs raisons. Des causes économiques, des causes conjoncturelles, des causes structurelles et des causes sociales liées par exemple à une certaine inadéquation entre la formation et les besoins d'un certain nombre d'entreprises. Donc le chef de l'État va mettre en place un véritable plan de secours d'urgence sur l'entrepreneuriat et la probabilité des jeunes afin de lutter contre le chômage, la déscolarisation et autres. Et la formation également va être au centre de cette lutte contre le chômage et la recherche de l'employabilité de la jeunesse. Donc c'est tout le système éducatif qui va être restructuré avec le système universitaire. Bref, je ferai l'économie de cette communication à partir de demain à 12 h. Le troisième pilier, c'est celui du logement et des infrastructures numériques. Le logement aujourd'hui constitue une véritable gangrène parce qu'il y a un très grand déficit en matière de logement. Et Brice Koto Lidinguema, en 18 mois d'exercice du pouvoir,
a manifesté sa très forte volonté de pouvoir aider les populations d'avoir accès à un réceptacle habitable digne d'un pays riche. Vous savez que les indicateurs économiques aujourd'hui placent le Gabon comme troisième pays le plus riche de l'Afrique. Et les Gabonais doivent avoir accès justement à l'habitat. Et Brice Koto Oligui-Nguema a construit actuellement près de 4 sites. 3 cités du côté d'Angodjino. Et là, il y a encore une 4e cité dénommée la cité Vette qui a été construite, qui continue à être construite du côté de Bikele dans le 3e arrondissement où je fais cette communication avec une construction de 320 maisons d'habitation. Et hier, le vice-président de la République, associé au ministre d'État des Travaux publics, ont procédé à la remise de 40 clés pour l'acquisition des maisons d'habitation pour les personnes qui avaient été déguerpies du côté de Plein Ciel et autres et quartiers sous-intégrés. Donc il y a un vaste programme également de réhabilitation de plus de 3000 et quelques maisons qui avaient été abandonnées par le chef d'État gabonais du CHU, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et vous avez également comme 4e pilier le capital humain et la justice sociale. Le capital humain, c'est placer l'homme au cœur du développement. Et c'est en cela que Brice Koto Oligui-Nguema est un véritable humaniste. Dès lors que l'homme, qui est un vecteur de développement, eh bien, l'homme doit être le facteur déclencheur du développement. Et il faut tout mettre dans le sens d'améliorer justement ce capital humain par l'accélération justement d'une certaine maîtrise, d'un certain investissement dans ce capital humain. Investir dans la recherche fondamentale, investir dans la recherche appliquée, investir dans le développement infrastructurel. Bref, et il parle également de la justice sociale. La justice sociale est le fondement de toute société. Je dis bien la justice sociale, c'est le fondement de toute société. Et c'est le fondement de toute lutte contre les inégalités sociales, les écarts de conditions de vie, mais également de marginalisation, afin de lutter contre le tutorat, le protectorat et le parachutage honté. La justice sociale doit être basée sur le mérite, sur l'égalité des chances de tous les citoyens et sur une saine compétition pour que les meilleurs puissent émerger. Ça, c'est le 4e pilier. Le 5e pilier, il parle de l'économie et du développement durable. Vous savez, l'une des plus grandes problématiques des peuples africains repose sur le choix, justement, de leur système économique. Est-ce que nous sommes des capitalistes? Est-ce que nous sommes des communistes? Est-ce que nous sommes des épicuriens? Est-ce que nous sommes des socialistes? Etc., etc. Il faut arriver à définir un modèle économique clair. Et le modèle économique qui suit aujourd'hui partout dans tous les pays développés ou sous-développés, eh bien, c'est le système capitalistique. Le système capitalistique qui repose sur les moyens privés de production. Et dans ce système capitalistique, eh bien, c'est la force du travail et qui est à l'œuvre. Et cette force du travail nécessite justement la formation, le développement de compétences, toujours sur la même problématique du développement du capital humain. Dans tous les cas, le Gabon a placé son économie pour le moment sur la rente, sur la vente des matières premières. Il faut donc sortir de cette économie de rente basée essentiellement sur la vente de nos matières premières pour arriver à une économie de production basée sur l'industrialisation, sur la transformation et autres. Donc nous devons quitter une économie de rente pour arriver à une économie de production. Et cela nécessite également un certain nombre de réformes dans le cadre de nos investissements pétroliers. Et aujourd'hui, avec l'acquisition d'Assala, avec la réactivation de nos aérodromes, avec l'acquisition des aéronefs, avec l'acquisition également des bateaux et autres, il y a une véritable économie qui est en train de se dégager progressivement par le chef de l'État, et cela est perceptible, ce qui a permis d'ailleurs au chef de l'État d'engager plusieurs profits, mais également arriver à créer plusieurs emplois pour lutter une fois de plus contre le 3e point, c'est-à-dire
la recherche d'employabilité, la jeunesse, lutter contre le chômage. Bref. Donc, nous sommes là dans le 5e point. Et lorsqu'on parle de développement durable, eh bien, l'économie devient un facteur innovant, un facteur intégrateur. Il ne s'agit pas d'arriver à un capitalisme sauvage, industriel, basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, mais il s'agit de placer l'homme au cœur de ce système, de telle sorte que l'homme ne puisse pas être mécanisé, mais que l'homme puisse être rétribué au prorata d'ailleurs de sa performance. Et c'est important d'arriver à cette économie planifiée et pour atteindre un certain nombre de fondamentaux de l'homme avec succès. Et vous avez également le 6e point où il parle d'une gouvernance et institutionnalisée. La gouvernance institutionnalisée, alors là, c'est le cœur même du projet de société du chef d'État. Vous savez que la gouvernance a trait à pratiquement tout le système politique, économique et social de notre pays, voire même le système environnemental. Et c'est pourquoi, dans cette gouvernance-là, le chef d'État a besoin justement des syndicats, non pas des syndicats mielleux, des syndicats corrompus, ou bien des syndicats qui arrivent justement à briller par un certain égoïsme. Et aujourd'hui, vous pouvez remarquer comment les syndicalistes arrivent à jouer à la danse du nombrilisme. Et ce matin d'ailleurs, j'ai appris qu'ils auraient pris du côté de la présidence de la République près de 200 millions de francs CFA pour mener la campagne. Et malheureusement, eh bien, ce sont des bagarres, ce sont des jeux de chasse-mouchetés, parce que ces gens-là ne comprennent pas grand-chose. Voilà les syndicats qui doivent être des vecteurs de développement, une société civile qui doit être de plus en plus organisée pour lutter contre la malgouvernance, le détournement des fonds publics par bande organisée, pour arriver à lutter contre la vie chère et autres travers sociétals. Et vous avez tout ce groupuscule d'individus aujourd'hui et qui ont malheureusement abandonné le peuple au détriment de leurs intérêts personnels. Et c'est véritablement dommage. Or, la gouvernance doit tenir compte de tous ces paramètres. Les partis politiques qui doivent jouer leur rôle fondamental, d'éduquer le peuple en matière de démocratie, d'éduquer le peuple en matière de bonne gouvernance et autres. Le clergé, c'est encore pire. Le clergé qui doit être le moralisateur justement des âmes égarées. Et vous avez tout ce cocktail molotov qui fait en sorte que nous avons une véritable démission de nos acteurs étatiques. Que vous soyez du clergé, que vous soyez justement un organe institutionnel, c'est-à-dire le syndicat, la société civile, les partis politiques. Pire encore, vous avez encore la société civile et comment on appelle ça, comment on appelle ça, ceux-là également, les membres de la COSIGA et autres, comment on appelle d'autres opérateurs institutionnels, comme vous voyez, les membres de la COSIGA et autres, ceux-là également qui sont réunis au sein d'un certain nombre d'acteurs, producteurs des unités productives telles que sont gérés par, comment on appelle, le président de BGFI, Jean-Pierre Ouima, ou quelque chose comme ça. Et il a une organisation justement de ces opérateurs économiques qui sont au sein de son organisation. Donc, c'est tout cet ensemble d'organes mécanisés qui doivent lutter contre la malgouvernance. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien, tous ces organes ont démissionné. Et tout le monde se retrouve dans une espèce d'uniformisme béat à travers une espèce de conformisation de toute notre société avec les réminiscences vers un passé monolithique, abject et sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie en 1940. Et c'est pourquoi il parle d'une gouvernance institutionnalisée. L'institutionnalisation de la gouvernance repose sur l'État comme pilier fondamental du développement. L'État qui est cette personnalité morale de droit public souveraine et territorial, constitué d'ailleurs de 3 éléments constitutifs que tout le monde sait. Le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, vous avez l'ensemble des institutions et les populations. Mais dès lors que vous avez un État où les populations sont déscolarisées, analphabétisées, précarisées, alcoolisées et autres, eh bien, ces populations-là sont plus aptes à manipuler et ces populations ne peuvent pas avoir le contrôle de la gouvernance politique, mais également
de la mise en place d'un certain nombre de mécanismes et de réformes institutionnelles pour atteindre les fondamentaux de avec succès. Donc c'est important d'avoir un minimum de formation de base pour pouvoir lutter contre l'arbitraire du pouvoir, lutter contre le népotisme, le despotisme, le totalitarisme ou l'autocratisme du pouvoir. Malheureusement, il faut tout un aspect pédagogique et c'est le rôle fondamental que nous nous sommes assignés à la Ligue nationale justement des non-alignés. La Ligue nationale des non-alignés qui va permettre également d'arriver à une certaine moralisation de la vie publique, mais également une moralisation des acteurs étatiques pour les contraindre à une espèce de probité, d'éthique et de morale. Bref, quand cela ne tienne, vous avez donc ces 6 piliers structurants qui sont contenus dans le projet de société du chef de l'État, son excellence Brice Koto Oligui Nguema. Vous avez, comme rappel, le premier pilier qui est l'électricité et l'eau, le second pilier qui est l'entrepreneuriat et l'employabilité, le troisième pilier qui est le logement et les infrastructures numériques. Les infrastructures numériques aujourd'hui reposent sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Or aujourd'hui nous avons une véritable fracture numérique parce que la communication non seulement elle coûte très cher au Gabon, mais dès lors que vous avez des populations qui ont des salaires minimums, qui ont des revenus qui ne leur permettent pas d'atteindre un certain nombre de fondamentaux, eh bien, nous nous retrouvons avec la fracture numérique, mais également avec une facture numérique qui est excessivement élevée. Donc, il faut que le chef de l'État également puisse agir dans ce sens-là pour améliorer un certain nombre d'indicateurs numériques pour permettre à tout le monde d'arriver à avoir accès à cette source d'énergie aujourd'hui qui devient de plus en plus vitale. 1. L'électricité et l'eau. 2. L'entrepreneuriat et l'employabilité et la jeunesse. 3. Le logement et les infrastructures numériques. 4. Le capital humain et la justice sociale. Le 5. Vous avez l'économie et le développement durable. Et le 6. Vous avez la gouvernance institutionnalisée. Voilà les 6 piliers qui ont été identifiés dans le projet de société du chef d'État, Brice Koto Oligui Nguema, et chacun de nous pourra se faire une idée et d'interpréter ces piliers selon son niveau de conscience, selon son niveau de formation, selon son niveau de qualification et selon justement le sceau de son savoir et l'onction de sa faculté. Et ensuite, après ces 6 piliers structurants, vous avez 15 engagements. 15 engagements phares. Donc, les 15 engagements phares sont déclinés également par ordre hiérarchique. Une fois de plus, vous retrouvez l'eau et l'électricité. L'eau et l'électricité, je le disais, que ce sont des droits fondamentaux qui font partie des objectifs de développement durable et ce sont des véritables sources de développement. Le second engagement, vous avez la santé. Vous avez la santé et il parle de la souveraineté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par la souveraineté de la santé. Bon, la souveraineté de la santé, c'est tout simplement pour dire que la santé est au cœur de tout. Vous savez, si vous êtes en mauvaise santé, il est bel et bien évident que vous ne pourriez pas être un véritable acteur de développement. Et c'est pourquoi, à travers la santé, le chef de l'État va engager également un certain nombre de réformes, telles qu'Ali l'avait déjà préconisé dans le cadre de l'amélioration de notre système sanitaire par la construction des véritables autoroutes sanitaires. Et Ali Bongo Débat, ça, on ne pourra pas lui refuser ce mérite-là pour avoir construit quand même des hôpitaux aujourd'hui qui font la fierté du peuple gabonais. Nous osons tout simplement croire que le chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema, s'il parvient à être président du chef d'État, eh bien, va poursuivre ce vaste programme justement de couverture sanitaire de l'ensemble du territoire national. Et vous avez également en trois le pôle numérique. Le pôle numérique, je vous le disais déjà, hein, c'est toujours la même problématique de l'accès aux nouveaux outils de communication et télécommunications et autres. Donc c'est les masses médias et autres. Et aujourd'hui, pour arriver à la maîtrise de ces outils d'information, eh bien, il faut un minimum d'apprentissage. Et vous voyez bien aujourd'hui que les candidats ne font plus la campagne comme par le passé, par des grands meetings, par des grandes causeries. Et bien aujourd'hui, la campagne se fait de manière numérique.
à travers des smartphones, comme je le fais actuellement, et vous avez un auditoire plus nombreux avec qui s'adresser. C'est des milliers de personnes de par l'humanité tout entière. Et sans cela, le véritable génie révolutionnaire de cette source numérique d'information. Et vous avez vu les candidats aujourd'hui qui se retrouvent sur les plateformes des activistes que d'aucuns ont décriés hier. Je vois maintenant des candidats à l'élection présidentielle qui arrivent à discuter sur la plateforme de ma très chère petite sœur, la princesse Tosuba, discuter sur la plateforme de Jonas Moulina, Stibo Adjatis et autres. Eh bien, c'est une véritable révolution actuelle. Et tous ceux qui ont les projets de société, eh bien, ces projets de société sont plus facilement véhiculés dans le groupe WhatsApp, les groupes Facebook, Instagram et autres, YouTube, etc., etc. Et comme je le fais maintenant. Et je vous exhorte d'ailleurs de partager cette vidéo-là. Donc vous avez le troisième engagement, je vais vous parler du pôle numérique que je venais de développer. Vous avez également le centre de redressement pour la jeunesse. Alors là, je pense que les jeunes doivent avoir des sérieuses explications sur ce centre de redressement. Le centre de redressement de la jeunesse. Vous vous souviendrez que le chef de l'État avait parlé également du service militaire, pratiquement pour tous, sinon pour cette jeunesse. Cette jeunesse qui devient de plus en plus volatile, cette jeunesse qui devient de plus en plus incivique, une jeunesse aujourd'hui qui devient de plus en plus violente. Et il faut arriver à discipliner cette jeunesse. Et la discipline de cette jeunesse-là va passer par ces centres de redressement. Et tous ces jeunes alcoolisés, tous ces jeunes drogués, eh bien, vont être disciplinés. Et il y aura un véritable processus de redressement de ces personnes pour arriver à faire de cette jeunesse-là le fer de lance justement de notre développement à venir. Et là, c'est une très belle problématique. Celle-là également, je la développerai demain parce que la jeunesse gabonaise aujourd'hui est à plaindre. Lorsque vous voyez cette jeunesse à travers le groupe de prostitution, le groupe WhatsApp et autres, eh bien, c'est déjà un véritable malaise pour la société. Parce que l'état de santé mentale d'un peuple, l'état de santé psychique d'un peuple, l'état de santé psychologique et psychiatrique, voire même psychosomatique d'un peuple, est un véritable indicateur, un évaluatif de la bonne ou de la mauvaise gouvernance. Et c'est pourquoi la santé reste une fois de plus le pilier fondamental. Et Dieu merci que le chef de l'État a compris la nécessité de placer l'homme au cœur de ce processus de développement. Le cinquième engagement également, c'est le statut justement des artistes et des sportifs. Vous vous souviendrez que le chef de l'État a mis une véritable priorité dans la professionnalisation d'un certain nombre de sports. Et vous voyez aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, des plateaux sportifs qui sont conçus par le chef de l'État, eh bien, c'est non seulement pour lutter contre l'oisiveté, mais également pour arriver à permettre de détecter un certain nombre de talents et autres. Donc, ces individus également vont pouvoir bénéficier d'un statut valorisé et par le chef de l'État pour que les véritables géants des acteurs au développement puissent sortir également de ces différents sports. Je pense qu'il y a également une véritable réforme au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et le sixième engagement, vous avez un réseau routier finalisé. Le réseau routier finalisé, vous pouvez le constater depuis l'avènement du CTR au pouvoir. Et le chef de l'État a fait le choix des routes non plus bitumées, le bitume qui est d'ailleurs un résidu du pétrole, mais aujourd'hui le chef de l'État a fait le choix du béton. Et c'est pourquoi mon frère Bob Ngom l'a surnommé Prince de béton. Prince de béton n'est donc pas un pseudonyme péjoratif, mais c'est tout simplement pour illustrer la parfaite communion de Brice Clotaire Oligui Nguema qui est en train d'aménager le réseau routier à travers un certain aménagement par ce nouveau processus de développement. Vous avez le septième engagement, c'est le logement. Voilà, le logement accessible. Et le logement accessible, je vous le disais déjà, le Brice Clotaire Oligui Nguema, en très peu de temps aujourd'hui, est pratiquement à 4 cités construites à son actif. Sans compter la révalorisation des
maisons d'habitation, au sein des casernes, au sein des camps et autres. Donc, les effets sont palpables et je ne voudrais pas aller trop loin dans le commentaire là. L'accès également au logement, c'est une priorité de Brice Côté Oligui-Nguema. Et là, dans le 8e pilier, il associe cet accès au logement avec le titre foncier. Un Gabonais, un titre foncier. Vous connaissez vous-même la problématique des titres fonciers. Eh bien, ce sont les nantis, les gouvernants qui ont beaucoup d'argent, qui se sont accaparés de nos terres. Aujourd'hui, vous voyez bien leur demeure. Il y a des gens qui ont des vastes terres de pratiquement 14 km. Et il faut que le chef de l'État arrive à engager également une véritable réforme pour déposséder toutes ces personnes-là de tous ces milliers de titres fonciers ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ils ont obtenu tous ces titres fonciers pour avoir plus de 15, 30, 40 hectares, une seule personne, alors que les Gabonais ont des difficultés d'avoir l'accès aux fonciers. Et là, le chef de l'État est également en train d'engager une réforme dans ce sens. Et il dit à travers son programme, un Gabonais, un titre foncier. Et ensuite, le 9e point, vous avez le pôle agricole régionaux. Les pôles agricoles régionaux, je vous ai dit, tous les pays qui se sont développés ont commencé d'abord par lutter contre les déséquilibres alimentaires. Et même les politiciens d'ailleurs disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est pourquoi le chef de l'État aujourd'hui a mis en place un véritable projet de restructuration de graines par l'acquisition de moissonneuses-batteuses, l'acquisition d'une agriculture mécanisée à haute intensité capitalistique pour nourrir le plus grand nombre de personnes. Et dans ces pôles agricoles, il parle bien des régionaux. Ces pôles agricoles ne vont pas être des pôles agricoles nationaux, mais régionaux pour pouvoir couvrir un certain nombre de besoins. Aujourd'hui, c'est le pôle agricole régional caractérisé par la voie du Cameroun qui permet de nourrir plusieurs personnes et le Congo. Donc, il s'agit également du Gabon de réduire progressivement ces déficits alimentaires pour que nous également, nous arrivons à devenir un véritable pôle attractif agricole. Et là, vous avez donc ce 9e engagement-là. Le 10e engagement, vous avez le crédit agricole. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas développer l'agriculture sans pouvoir financer cette agriculture. Et dans ces crédits agricoles, on parle de crédits agricoles avec des taux réduits. Vous savez, les banques, surtout la banque BGFI et autres, sont basées sur le principe du fait qu'on ne prête pas aux pauvres, qu'on ne prête qu'aux riches. Et c'est en cela que ces gens-là arrivent à garder les populations dans une situation de pauvreté, de misère et de prévarication. Et ils font ce qu'on appelle une politique d'encadrement des crédits. La politique d'encadrement des crédits est à l'origine aujourd'hui de l'explosion budgétaire au sein des banques. Il y a une véritable explosion de la masse financière à l'intérieur de ces banques-là. Mais malheureusement, malgré ces flux financiers importants, les banques refusent de prêter de l'argent aux différentes entreprises, les entreprises agricoles et autres. Or, le rôle de l'argent, eh bien, c'est de financer le développement. Le rôle de l'argent, c'est de financer le développement. Trois unités. L'argent qui a le rôle de l'usus. L'usus qui veut dire user de l'argent. Donc, en faire un bon usage ou un mauvais usage, c'est selon. Vous avez l'abusus, qui est celui d'abuser de votre argent, donc vous en faites tout ce que vous voulez. Et vous avez le fructus, le droit de fructifier votre argent. Et c'est en cela qu'il y a un intérêt pécuniaire au sein des banques. Donc, lorsque les banques sont en surliquidité, tel qu'au Gabon, et que ces banques-là arrivent à maintenir le sous-développement du pays, eh bien, il faut s'interroger. C'est parce que ces banques mettent en place des politiques bancaires d'encadrement des crédits qui consistent en augmentation de taux d'intérêt des prêts. Vous allez vous prêter 100 000 francs à la banque, ils vont vous mettre un taux d'intérêt peut-être de 15% ou 10%. Et aujourd'hui, vous avez la problématique de l'endettement des ménages, où les gens vont prêter de l'argent au sein des particuliers, 100 000 francs, avec les taux d'intérêt de 30%. Donc, on vous prête 100 000 francs et vous devez rendre 130 000 francs à la fin du mois. Et beaucoup de Gabonais sont aujourd'hui embrigadés à cause de ce mécanisme-là de spoliation des personnes. Or, les banques, au niveau de la Chine, par exemple, dans les pays développés, lorsque vous voulez stimuler la croissance, vous voulez stimuler
l'agriculture et autres piliers, eh bien, on réduit progressivement les taux d'intérêt des prêts et on augmente d'ailleurs même la durée de remboursement de ces prêts. Donc, vous pouvez aller au Qatar, vous pouvez aller au Koweït et autres, vous allez vous retrouver avec un prêt, par exemple, de 50 millions de francs CFA, et on vous dit que le taux d'intérêt de ce prêt-là serait peut-être de 2 ou 3%. Et il y a certains taux d'intérêt qui sont presque nuls pour stimuler tout simplement la croissance économique. Et pendant ce prêt d'argent que la banque vous aurait prêté, ils vont mettre en place une durée de remboursement de votre prêt. On vous donne peut-être 30 ans de remboursement de votre frais de 50 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rembourser peut-être 200 000 francs ou 300 000 francs par mois. Et à la limite, ces méthodes vous permettent d'arriver à financer votre progrès et de rembourser progressivement votre emprunt à long terme. Or, les banques font des prêts à moyen terme, sinon même à court terme. Parce que ces banques-là refusent de prendre beaucoup de risques à cause de l'environnement économique qui peut être fluctuant, sans compter que nous sommes dans des pays tropicalisés, des pays où les forces de défense et de sécurité aujourd'hui également deviennent des véritables épines dorsales, puisqu'elles peuvent interrompre un processus électoral, elles peuvent interrompre les institutions à travers le coup d'État militaire et autres. C'est également la question fondamentale de la stabilité de nos institutions étatiques. Voilà un peu toute cette problématique. Donc il faut arriver à des crédits agricoles avec des taux d'intérêt très réduits, avec une véritable réforme bancaire. Le 10e point, vous avez, voilà, le réseau facilité. Qu'est-ce qu'ils disent là? Voilà, réseau facilité de la diaspora. Là également, je n'ai pas bien compris ce terme-là. Bon, j'essaie tout simplement de l'interpréter. Réseau facilité de la diaspora. Vous savez que la diaspora gabonaise aujourd'hui est victime de toute forme de marginalisation. Or, la diaspora gabonaise devait servir de levier accélérateur du développement de notre pays. Mais dès lors que vous êtes catalogué comme membre de la diaspora gabonaise, en qualité d'activiste, insulteur ou autre, eh bien, vous vous retrouvez avec des difficultés de retour dans votre pays. Moi, je pense que ce 10e point est extrêmement important. Ce 11e point est très important parce qu'il faut mettre en place un certain nombre de facilités pour que cette diaspora-là puisse rentrer au pays avec leurs sources de développement, avec leur intelligence, avec leurs compétences pour pouvoir également participer à la croissance et au développement de notre pays. C'est le 11e point, c'est un point extrêmement important et je le commenterai également demain. Ensuite, vous avez la plateforme Okume Talent. La plateforme Okume Talent également, ce sont les banques qui arrivent à financer des projets de développement des personnes. Et ces projets, le plus souvent, sont basés sur des brevets, sont basés sur des innovations, sont basés sur des technologies, sont basés sur un certain nombre d'innovativités. Et il y a un certain nombre de jeunes talentueux qui arrivent à imaginer un certain nombre d'agrégats, un certain nombre de produits. Et à travers ces smartphones, à travers leurs innovations, eh bien, il y a des banques également qui peuvent financer ces innovations pour pouvoir permettre à ces derniers de pouvoir accroître leur rendement. Et c'est pourquoi on parle ici de plateforme Okume Talent. Il vous souviendra que le logo du Parti démocratique gabonais, cette main que je qualifierais d'ailleurs aujourd'hui de la main de gorille qu'on aurait dû couper et donner à manger aux populations. Malheureusement, cette main aujourd'hui est en train de renaître de ses cendres. Cette main, le logo du Parti démocratique gabonais, que d'aucuns disent la main blanche, eh bien, est représenté par tout un symbole. Et le symbolisme de cette main-là a été l'invention, l'innovation d'un Gabonais
celui-là qui était d'ailleurs directeur général de la SECNA. Ensuite, il est devenu acteur politique. Donc, aujourd'hui, il est pasteur. Donc, Pascal Oyougou. Et d'ailleurs, il a fait la prison politique. C'est au sortir de la prison politique qu'il a jugé utile de se convertir et de donner sa vie à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, il est devenu un brillant pasteur. Et il ne cesse de moraliser la vie publique chaque jour. Et vous aurez l'occasion de suivre d'ailleurs ces homélies qui sont très instructives parce que c'est quelqu'un qui est hautement qualifié. Lorsque j'étais au chômage à la recherche d'un emploi, j'avais bénéficié d'un stage là-bas à la SECNA. Et je faisais un stage en navigation aérienne. Et c'est pourquoi ce matin, je me suis insurgé contre le fait qu'un Gabon planifié, on arrive à mettre en place l'ouverture de la campagne du chef d'État le jour où, à travers la météo, on aurait très facilement su par le canal d'Helmut Mutinga Boulingi ou bien par le canal de l'agence d'observation de l'espace que à cette heure-là, il y aurait la pluie. Aujourd'hui, avec des techniques, des innovations, on ne peut pas ne pas négliger, ne pas savoir à quelle heure une pluie peut tomber et à quelle heure cette pluie-là peut s'achever. Et c'est pourquoi j'ai considéré ce qui s'est fait aujourd'hui comme un sabotage d'ailleurs de l'action du chef d'État. Et je le disais que j'aurais été à la place du chef d'État avec aujourd'hui l'appui du vice-président et du vice-premier ministre chargé de la planification. Mais on planifie tout. On aurait pu planifier lors de cette causerie du chef d'État de l'ouverture de la campagne. Donc on aurait pu mettre cette causerie-là la journée ou bien le soir à 17 h et autres, sachant bien qu'à l'heure indiquée, il y aurait la pluie. Et c'est la deuxième fois et les gens arrivent à interpréter par des mensonges et que ce serait la nature qui se serait révoltée contre le chef d'État. Il est de même également lorsque le chef d'État était arrivé en saut par parachute à ce même stade-là. Et c'était très dangereux. Les gens avaient mis pratiquement en danger la vie du chef d'État. Le laisser comme ça là, voler en plein air pour atterrir au stade par un parachute, un chef d'État en transition. Mais je ne sais pas, ces gens qui sont autour du chef d'État, comment ils arrivent à le conseiller. Bon, qu'à Dieu ne plaise, Dieu merci, il avait fait un brillant saut en parachute. Admettons un seul instant que ce parachute aurait été saboté ou bien que par rapport à cette intempérie, puisque le chef d'État avait atterri pratiquement sous la pluie et qu'il y aurait eu un clash. Comment on aurait justifié le décès du chef d'État en ce moment-là? Non. Moi, je pense qu'il faut que le chef d'État gabonais fasse preuve de vigilance et de retenue prudente dans le cas de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, le chef d'État représente la nation tout entière, il représente le peuple tout entier et il n'a pas à se prêter à cet exercice-là pour risquer sa vie alors que les enjeux sont importants à travers sa modeste personne. Vous avez le 13e point, c'est le point concernant la digitalisation de l'administration. C'est important d'arriver à digitaliser l'administration. Mais vous allez digitaliser l'administration comment? Si nous avons un déficit de sources d'énergie, comment vous allez arriver à cette digitalisation de l'administration? La digitalisation de l'administration également va toujours poser le problème de la transparence électorale. Dès lors que partout sur l'ensemble de notre territoire, eh bien, il n'y a pas un réseau numérique performant. Je ne sais pas si chez moi en Dangui, on peut retrouver une box, Internet et autres. Je ne pense pas. Que chez moi à Mimongo, à Rungassa et autres, où il y a des points les plus reculés, où ils n'ont même pas accès à l'énergie, l'électricité, pire encore l'eau potable, et on nous parle d'une digitalisation de l'administration. C'est l'absence de digitalisation de l'administration qui a causé le rejet de la candidature de Jean-Rémy Yama. Et aujourd'hui, Jean-Rémy Yama arrive à dire que Brice Koto Oligui Nguema aurait eu peur de lui, que sa candidature aurait été une candidature qui aurait suscité un certain nombre d'intérêts des populations gabonaises. Non, c'est l'absence de digitalisation de notre administration qui a fait que l'acte de naissance du père de Jean-Rémy Yama, Dieu seul sait s'il a été retrouvé ou pas, mais nous savons que c'est plutôt l'acte de naissance de la mère de Jean-Rémy Yama qui a été retrouvé, malheureusement mise à disposition en retard par les organes chargés justement du contrôle des documents concernant la légitimation justement
répondant aux conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle. Malheureusement, la candidature de Jean-Rémy Yama a été rejetée et je ne peux que clamer le remboursement de ces 30 millions parce que 30 millions, c'est quand même une somme assez faramineuse. Je pense que c'est même ces 30 millions-là qu'il faut encore augmenter le cours de Jean-Rémy Yama, sa tension artérielle, mais également son taux d'adrénaline. Et de grâce, rendez Jean-Rémy Yama ces 30 millions. Et cela, monsieur le président et chef de l'État, rendez Jean-Rémy Yama ces 30 millions. Il est bien vrai que l'argent est déjà rentré dans le trésor public et que la loi dit que cet argent n'est pas remboursable, mais je vous exhorte de le rembourser ces 30 millions. Il y a des problèmes qu'il faut éviter, ce n'est pas tout le temps où il faut se mettre en courroux avec les populations. Le quatrième point, vous avez le fonds de financement de 20 000 emplois. Le fonds de financement de 20 000 emplois également, c'est la mise en place à disposition d'une banque également que le chef d'État va pouvoir pour pouvoir aider la création de 20 000 emplois. Donc j'espère que mon frère Hercule soit là et qui est un entrepreneur engagé va également continuer ce cours sur l'entrepreneuriat pour donner une certaine formation et des rudiments à ces jeunes-là qui veulent sortir de l'oisiveté pour qu'ils puissent arriver à s'auto-employer et à rechercher le sous de financement pour l'acquisition justement de ces fonds-là pour permettre de financer le développement et atteindre ces 20 000 emplois pendant que le chef de l'État élu, c'est tellement Brice-Côté Oligui Nguema sera au pouvoir, et tel est notre vœu, c'est tellement le vœu du plus grand nombre de Gabonais, qu'à Dieu ne plaise. Voilà, donc il y a le 14e point, c'est ce fonds-là qui va permettre de créer 20 000 emplois. Et vous avez le 15e engagement, donc le dernier. Dernier point également, ce point-là, j'en ferai un véritable exposé demain à partir de 14 h. Il est basé sur le désenclavement des quartiers précaires. Le désenclavement des quartiers précaires. Le désenclavement des quartiers précaires, donc les quartiers sous-intégrés. Vous avez vu aujourd'hui avec la problématique des bassins versants. Il y a un passé relativement récent. J'ai eu un débat justement avec plusieurs directeurs de travaux publics sur la problématique des bassins versants. Et vous voyez du côté du PK8 les efforts qui sont fournis par le pouvoir public, par le chef de l'État et par le CTRI dans le cadre du désenclavement justement de ces quartiers sous-intégrés. Et c'est également une problématique et c'est pourquoi le 15e engagement repose également sur la problématique du désenclavement de ces quartiers sous-intégrés. Le désenclavement de ces quartiers sous-intégrés également va reposer sur la lutte contre l'insalubrité pour lutter également efficacement sur ce phénomène qui arrive enclavé. D'ailleurs, ces quartiers sous-intégrés, ce qui crée les inondations et autres, eh bien, c'est le plus souvent la poubelle, la mauvaise gestion de la poubelle. Et là, je voudrais interpeller le délégué spécial à la commune de Libreville sur la nécessité pour lui d'engager un certain nombre de réformes. Ailleurs au Ghana, j'ai vu comment on transforme la poubelle en énergie électrique. Et d'ailleurs, le maire de la commune de Toum déchu, le général qui a perdu sans fonction pendant le cours du mandat, avait signé un partenariat avec les autorités de Dubaï pour transformer la poubelle en énergie électrique. On transforme la poubelle également en humus, en engrais pour accroître la productivité agricole. Donc, le Gabon a pratiquement tous les aspects. Le Gabon a tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer et apporter une aide réfléchie aux populations gabonaises. Donc là, vous avez de manière résumée le contenu du projet de société de Brice-Côté Oligui Nguema. Donc vous avez, comme je le disais, vous avez donc 6 piliers structurants tels que je vous les ai définis. L'accès à l'eau potable, l'électricité, l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeunesse, le logement et les infrastructures numériques, le capital humain, l'économie et le développement durable, et enfin la gouvernance institutionnalisée. Et vous avez ces 6 piliers-là que vous ferez le devoir d'aller expliquer aux populations pour les porte-parole du chef de l'État et autres coordinateurs de direction de campagne. Donc vous avez là de la matière à réflexion. Dites également à Eric Otete
que le projet du chef de l'État a été mis en éveil et il s'agira également pour lui de se prêter à cet exercice-là comme David Ibirakouma, de pouvoir éclairer la lanterne des populations pour susciter un intérêt de ces électeurs-là de voter pour Brice Côté Oligui Nguema et non, au lieu de raconter les balivernes sur David Ibirakouma, d'ailleurs des balivernes sans aucun intérêt. Et vous avez également les 15 engagements. Les 15 engagements, une fois de plus, on est revenu à l'eau potable et l'électricité. On est revenu également à la souveraineté sanitaire, donc la santé. On est descendu au pôle numérique. Et à partir du pôle numérique, comme troisième point, on est monté au quatrième point, le centre de redressement de la jeunesse. Le cinquième point, on a parlé du statut valorisé de l'artiste et des sportifs. Le sixième point, on a parlé du réseau routier finalisé. Le septième engagement, c'est le logement, l'accès au logement. Le huitième point, c'est un Gabonais, un titre foncier. Donc, tu as l'accès au logement et le titre foncier, 7 et 8. Le neuvième point, c'est le pôle agricole régional, donc la stimulation de l'agriculture comme facteur de développement. Et vous avez le 10e point, le crédit agricole, comment financer cette agriculture. Le 11e point, vous avez donc la facilité de la diaspora, faciliter certainement la diaspora au retour vers notre pays. Et le 12e point, vous avez la plateforme Okume pour pouvoir stimuler les talents, pour pouvoir investir dans le développement de leurs compétences. Vous avez le 13e point qui est basé sur la digitalisation de l'administration. Le 14e point repose sur le financement d'un certain nombre d'unités productives pour arriver à la création de 20 000 emplois pendant ce prochain septennat. Et vous avez le 15e point qui est le dernier, le désenclavement des quartiers sous-intégrés. Désenclavement des quartiers sous-intégrés. Vous étiez là à l'émission Atmosphère Nocturne, animée par le prince Adouma David Ibirakouma, la voix des sans-voix, le Minotaure, la baie de cochon, le symbole de la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur divinement électrifié, membre de la 29e promotion de l'école de préparation de carrière administrative, section diplomatie. Et je suis par ailleurs membre cofondateur de la Ligue nationale des non-alignés. La Ligue nationale des non-alignés vous invite également à adhérer si vous savez que vous êtes un frustré, un marginal, un chômeur, un déscolarisé, un laissé pour compte sociétal qui n'a pas pu bénéficier justement des aspects positifs de cette période transitoire. Je vous exhorte de nous rejoindre au sein de la Ligue pour que nous puissions nous battre ensemble pour trouver réciproquement les solutions aux maux auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit pour nous de refuser la logique des blocs, la logique de la bipolarisation de notre espace géostratégique. Il s'agit pour le peuple gabonais de rester libre de tout engagement et de s'exprimer librement. Et si vous êtes dans des alliances factices, des alliances mortifères, eh bien, vous allez vous retrouver dans de véritables difficultés. La seule alliance que vous devez avoir en tête, eh bien, c'est la seule alliance avec l'Éternel des armées. Le Dieu du Gabon, celui-là qui institue les princes et les autorités, qui établit les rois et qui les renverse sans aucune intervention humaine. Lorsque l'Éternel des armées veut renverser un roi, il n'a pas besoin de démocratie, il n'a pas besoin de poids électoral, il n'a besoin que de la volonté de son peuple de pouvoir s'incliner, de pouvoir s'humilier. Et d'ailleurs, dans le psaume, je crois, 131, la Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, et l'Éternel l'incline partout où il veut pour accomplir sa volonté. L'accomplissement de la volonté de l'Éternel, c'est qu'il souhaite que le peuple gabonais prospère. Et prospère à tous égards, comme doit prospérer l'état de votre âme. Vous étiez à l'émission Atmosphère, allez méditer sur le psaume 74, verset 20. La Bible dit, ayez égard à l'alliance de l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Ayez égard à l'alliance de l'Éternel. C'est l'alliance de l'Éternel que vous devez avoir comme privilège. Parce que l'alliance de l'Éternel est votre seul protecteur. C'est celui-là qui doit vous donner une force pour pouvoir lutter contre les ombres fugaces de l'obscurité, les ombres fugaces de l'obscurantisme et de la médiocrité. Accrochez-vous à la connaissance,
accrochez-vous à une boulimie sculpturale pour que vous puissiez embrasser le développement avec de meilleures perspectives. Lorsque vous avez un cerveau bien maturisé, lorsque vous avez eu une très bonne formation, comme mon frère Colin Martial Nguema, hein, et qui a été véritablement un as au cours de notre promotion, la 29e promotion, il est sorti premier, major, sur plus de 1000 et quelques personnes, en tronc commun, en spécialité. Il est encore sorti premier de toutes les spécialités. Et ce jeune compatriote se trouve aujourd'hui être chef de service dans la province de Wellington. Voilà un petit génie de la connaissance dont le chef d'État aurait pu récupérer ou bien se placer dans un ministère de plus prestigieux tel que le ministère de l'économie, le ministère du pétrole, du budget et autres, mais on avait préféré l'envoyer à la formation professionnelle et autres. Voilà l'état de notre pays. Toujours en train de faire le favoritisme. On favorise la médiocrité, on favorise la tare, au lieu de favoriser les génies, au lieu de favoriser les talents. Et vous imaginez un cerveau comme le mien, David Blakouma. Les gens arrivent à penser à tort ou à raison qui peuvent se passer justement de mes capacités cognitives. Eh bien, c'est peine perdue, cela n'engage que vous. De toutes les façons, j'ai plusieurs plateformes de communication pour pouvoir véhiculer mon message. Merci, très chers compatriotes gabonais. Nous avons 12 jours de campagne, 12 jours de communication, et vous me verrez de plus en plus, que ce soit de jour comme de nuit. Il s'agit pour moi d'arriver à donner un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de rudiments aux Gabonais pour pouvoir justement exercer librement leur droit de vote et de choisir la personne qu'ils auront choisie de manière libre, sans contrainte, sans baïonnette, sans matraque. Allez, ciao ciao, bonne nuit à tous. Nous nous retrouvons demain à partir de 14h.